Donc, je commencerai par remercier vivement Pierre Monet et Patrick Boucheron pour leur invitation à cette séance à laquelle je me réjouis de participer. L'un des grands intérêts de cette réflexion sur l'expérience communale à laquelle nous invite Patrick Boucheron est de déjouer d'avance toute partition trop simple entre l'analyse historienne de l'expérience propre aux membres de la commune médiévale et l'étude des discours politiques qui n'ont pas cessé de la convoquer au cours de l'histoire. L'expérience communale fait en effet partie de notre mémoire politique et elle structure en tant que telle notre propre expérience. La Révolution française a en effet donné une place nouvelle dans l'histoire aux communes médiévales. Les historiens du début du XIXe siècle cherchent, en les étudiant, à identifier les origines de ce monde social qui s'est brusquement révélé au moment de la Révolution. Les communes se trouvent alors prises dans des trames historiques et politiques qui les lient d'un côté à la Révolution française et à son nombre porté jusqu'à la Commune de Paris, dont il sera question lors de la prochaine séance de ce séminaire, et de l'autre à ce précédent glorieux que l'on croit voir dans les cités grecques, dont il a été question dans la dernière séance de ce séminaire. Et ceux qui entendent, à l'inverse, extraire ce qu'ils présentent comme le noyau de réalité médiévale hors de cette gangue narrative, le font toujours aussi au nom d'une autre lecture politique de l'histoire, qui conteste à la Révolution tout pouvoir configurant sur notre expérience historique. Comme l'a bien montré Patrick Boucheron dans l'introduction générale de ce séminaire, on ne peut percevoir la commune sans se voir nous-mêmes à travers elle, et ce que ce soit par identification ou par distanciation. Connaissance du passé et réflexion philosophique sur le politique ne se laissent donc ici pas dissocier. D'une part, si l'on veut comprendre l'historicité de l'expérience communale, il faut mettre en évidence les concepts politiques qui constituent le cadre de notre vision du passé. Mais de l'autre, il faut aussi se demander de quelle expérience historique ces concepts philosophiques constituent la théorisation. L'idée de démocratie, de république ou de bien commun ne se laisse en effet jamais entièrement abstraire des deux grands modèles historiques que sont la cité grecque et la Révolution française. Mais j'ai dit cité grecque et Révolution française donc, et non pas commune médiévale. Elle est en effet remarquablement absente du langage symbolique de notre pensée politique. C'est ce que déplorait déjà à la fin du XIXe siècle l'historien du droit Otto von Guercke dans ses réflexions sur les théories politiques du Moyen-Âge. Il montrait que la philosophie politique moderne, en sautant par-delà le médiéval pour puiser dans l'Antiquité les éléments de sa théorie de l'État et de la démocratie, a cessé de voir ce que nous devons en propre au modèle médiéval de la commune. Alors comment sortir de cette circularité d'une politique moderne se regardant au miroir de l'antique et d'une antiquité vue comme le reflet du moderne, dans laquelle on semble voué à manquer le sens propre de l'expérience communale médiévale? Il ne s'agit pas ici de reconduire l'argument d'un réalisme historique qu'il faudrait gagner contre les illusions du théorique. Il ne s'agit pas de viser la reconstitution de la commune médiévale telle qu'elle était réellement, comme s'il était possible de neutraliser toute pensée politique. C'est bien de notre expérience historique dont il est ici question, et du rôle qu'y joue la commune médiévale. Je voudrais montrer que, pour redonner toute son efficace historique à l'expérience de la commune médiévale, il faut, dans le face-à-face entre histoire et philosophie politique, introduire un tiers. Et ce tiers, c'est la sociologie. Je pense ici, cela a été dit, aux fondateurs de la sociologie, Émile Durkheim et Max Weber. Ils mettent en œuvre, au début du XXe siècle, une démarche qui n'a plus vraiment d'équivalent dans les sciences sociales actuelles, en ce qu'ils ne séparent pas la connaissance sociologique d'une vision historique de longue durée et d'une réflexion politique sur l'existence des sociétés modernes. Pourtant, cette perspective a souvent été comprise comme un effort pour faire disparaître les échos anachroniques de l'antique dans le moderne, en restituant une illusoire cohérence sociale de l'ordre des temps. C'est la critique que Jacques Rancière adresse à la sociologie. Mais il faut d'emblée l'affirmer, Weber et Durkheim ne substituent pas à l'expérience politique de la Révolution la description d'un processus social continu. Mais en revanche, ils décentrent le regard. Au lieu de percevoir la commune médiévale comme un simple écho de l'antique et une anticipation du moderne, c'est bien à partir d'elle qu'ils projettent une lumière sur le devenir historique.
là où l'Antiquité est pour eux désormais trop lointaine pour éclairer notre présent, séparée de nous par la naissance de l'État moderne et l'émergence du capitalisme, la Révolution française est en revanche trop proche, sa lumière trop aveuglante, pour nous permettre de penser avec distance l'effectuation du mouvement historique moderne. Seule l'étude de la commune médiévale peut nous permettre d'éclairer ces sociétés modernes dont elles sont, nous dit Durkheim, la pierre angulaire. Il faut alors préciser 2 traits de la démarche par laquelle ces sociologues pensent l'expérience communale. En premier lieu, elle constitue à leurs yeux une rupture historique qui est d'abord sociale avant d'être politique. L'autonomie plus ou moins grande que les communes ont pu obtenir vis-à-vis des pouvoirs seigneuriaux ou ecclésiaux, ou leur autocéphalie, c'est-à-dire leur aptitude à nommer leurs propres dirigeants, sont les manifestations d'une transformation qui engage d'abord le rapport de l'individu au groupe, et non pas seulement les modalités du gouvernement. Ensuite, précisément parce que cette révolution est pour eux sociale avant d'être politique, elle ne peut pas être totale. En effet, on peut changer de régime politique en un jour, mais pas de société. Ce que ces sociologues mettent en évidence dans les communes, ce n'est donc pas l'apparition ex nihilo d'un type nouveau de société, mais celle de germes qui se mettent à pousser au sein de formes sociales préexistantes. Comme le disait Marc Bloch dans La société féodale, la ville que le bourgeois rêve de construire sera dans la société féodale comme un corps étranger. Mais ce n'est précisément qu'un rêve. C'est dans sa projection utopique que la commune médiévale se laisse penser comme intégralement étrangère au monde féodal. Dans son fonctionnement effectif, elle en fait toujours partie. Comment penser le rapport de ce type de réflexion sociologique sur l'histoire avec la connaissance historienne elle-même? Si la commune fait encore pleinement partie du monde féodal, pourquoi et comment la décrire comme porteuse d'une nouveauté objectivement révolutionnaire? Ce sont les termes de Max Weber dans l'ouvrage récemment traduit sur le titre « La ville ». Weber a précisé ce point à travers sa théorisation de l'idéal type. Du point de vue de la connaissance historique au sens strict, l'idéal type de la commune médiévale, formée par le serment, porteuse d'une révolution sociale, n'est, comme tout idéal type, qu'une construction de l'imagination. Weber les qualifie même d'utopie. Il ne s'agit toutefois pas d'une divagation de l'esprit, mais d'une construction théorique réglée, qui dépend de la question à laquelle le chercheur s'efforce de répondre. Ce questionnement détermine le point de vue, qui est nécessairement partiel, qu'il adopte pour en sélectionner les traits pertinents. L'idéal type de la commune médiévale ne doit donc pas être pris pour la description d'un cas particulier ou pour la schématisation simplifiée du type le plus courant de commune médiévale. Toutefois, si l'idéal type est une utopie, il ne reste pas moins que sa construction doit uniquement se faire à partir d'éléments empiriques. On ne sélectionne que les traits qui sont pertinents relativement à la question posée, de manière à constituer un type cohérent, mais aucun des traits ne peut être inventé. L'idéal type weberien de la commune médiévale est une utopie, donc, en ce qu'il associe des éléments réels, mais qui sont historiquement distincts. Il comprend ainsi des traits caractéristiques de certaines communes italiennes et d'autres propres aux communes du nord de l'Europe. On ne peut ici pas séparer les deux. Des premières, des communes italiennes, il retient la conjuration violente et l'acquisition d'une forme d'autonomie vis-à-vis des pouvoirs féodaux traditionnels. Weber sait bien que les serments n'ont pas eu lieu dans toutes les communes, et encore moins les conspirations violentes. Mais cette opposition politique manifeste pour lui, avec une particulière netteté, le rapport de force qui s'établit alors entre ce qu'il appelle les puissances légitimes, les puissances traditionnelles, seigneuriales ou ecclésiales, et cette puissance encore non légitime qu'est la commune, qui s'avère capable d'usurper certains droits féodaux. Des communes du nord de l'Europe, Weber retient de ce côté qu'elles constituent des associations unissant des individus, et non pas des familles, comme dans le sinoécisme grec, ou encore, comme c'est encore le cas en Italie. Ce faisant, elles rompent plus radicalement avec les logiques sociales du lignage et de la féodalité. C'est dans les villes du Nord
que s'est répandue la fameuse maxime « l'air de la ville rend libre ». Elle traduit l'idée juridique selon laquelle il suffirait qu'un cerf vive un certain temps en ville pour que son seigneur perde tout droit sur lui. Ce précepte, Weber le sait bien, n'a pas toujours été appliqué, loin de là. Mais il précise qu'il n'en, je cite, qu'il n'en correspondait pas moins au sentiment du droit qu'inspiraient les communes. L'élément essentiel n'est donc pas la transformation du droit, qui reste partielle, mais celle du sentiment du droit, c'est-à-dire de l'expérience de la commune comme espace nouveau, dans lequel les anciens liens sociaux apparaissent voués, tôt ou tard, à se dissoudre. En quoi consiste donc cette radicale nouveauté historique de la commune médiévale pour Weber et Durkheim? Quel est le questionnement qui configure leur représentation idéale typique de la commune? Alors, il ne faut en aucun cas rabattre l'une sur l'autre leurs analyses, qui restent hétérogènes. Mais on peut du moins souligner qu'elles visent à ressaisir un même phénomène, à savoir la constitution conjointe, dans la commune médiévale, du rapport proprement moderne entre le commun et l'individuel. À leurs yeux, on ne peut pas se contenter de concevoir la commune comme l'invention d'une forme nouvelle de bien commun partagé par les individus. On ne peut pas se contenter de dire qu'elle invente le public sous la forme d'un espace public, d'un débat public ou d'un service public, en associant des individus qui auraient d'abord existé sous une forme simplement privée. Ce bien est commun à des individus qui n'existaient pas en tant qu'individus hors de la commune. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Il existe bien évidemment des êtres humains avant et hors de la commune médiévale. Mais la thèse qui émane des écrits de Weber et de Durkheim est que l'on ne trouve pas avant la commune d'individus qui se conçoivent d'abord comme des individus et non pas comme membres d'un collectif intégré, que ce soit une famille, un clan ou un groupe seigneurial. Dans le langage féodal, on n'est jamais un homme tout court. L'expression est vide de sens. On est toujours l'homme d'un seigneur. Être libre, alors, ne signifiait pas n'avoir pas de maître, ni même, bien sûr, pas de Dieu. C'était avoir choisi librement son maître, en se soumettant à lui, par opposition au serf, qui est soumis de naissance. Or, c'est cette évidence de l'idée féodale de liberté qui commence à se fissurer lorsqu'on respire l'air de la commune. Ce que cette dernière invente donc, c'est en premier lieu un sens nouveau de l'idée de liberté. On devient membre de la commune en prêtant un serment collectif, et cette conjuration instaure un lien horizontal entre ses membres, par opposition à la verticalité de la soumission à un seigneur ou à un souverain. L'entrée dans la commune libère des appartenances anciennes, sans créer, en principe, de nouvelles subordinations. Alors, il ne s'agit bien sûr pas d'idéaliser le monde de la commune et d'oblitérer les rapports de force et les hiérarchies qui la constituent. L'opposition entre le serment horizontal et vertical est en partie théorique, dans la mesure où les deux modèles se trouvent souvent, dans les cas particuliers, intriqués. Mais l'important est de percevoir que la commune invente un sens nouveau de l'idée de liberté, quelles que soient les limites de ses réalisations. Bien plus tard, au XVIIIe siècle, lorsque Jean-Jacques Rousseau présentera le contrat social en affirmant que chacun, se donnant à tous, ne se donne à personne, il décrit une expérience de la liberté qui n'a tout simplement pas de sens avant les communes médiévales. Le public, le commun, c'est ce qui résulte du fait que chacun a accepté de se donner à tous pour ne se donner à personne. Mais ce que Rousseau ne voit pas, ce que son regard de philosophe ne lui permet pas de voir, c'est que pour pouvoir ne serait-ce que dire chacun, c'est-à-dire pour présupposer l'existence d'individus, il faut déjà être inscrit dans la trame historique ouverte par l'expérience communale. Ce qui existe avant la commune, ce ne sont pour les sociologues pas de purs individus naturellement indépendants, mais des hommes liés aux autres sur le mode de la soumission verticale et hiérarchique. Il ne faut donc pas dire que la commune associe des individus autour d'un bien commun ou d'une expérience publique, mais qu'elle rend possible le passage d'un certain mode d'intégration de l'être humain en groupe, hiérarchique et vertical, à un nouveau mode, horizontal, qui suppose et permet tout à la fois l'individualisation de l'activité.
Par ailleurs, autre écart avec Rousseau, la qualification du serment communal comme horizontal ne suppose pas, pour les sociologues, l'idée d'absence de domination. Il rend bien au contraire possible l'émergence d'un type nouveau de domination, qui sera repris et développé par l'État moderne, comme l'a bien montré Weber. En prêtant serment, les bourgeois se voient assigner des devoirs, en même temps qu'ils reçoivent des droits. Devoirs qui ne sont alors plus rapportés à la personne des dirigeants, mais à une institution impersonnelle. Or, si celle-ci constitue l'expression d'une certaine idée du bien commun, elle peut toujours être appropriée par des intérêts particuliers. À travers cette horizontalité, c'est aussi un sens nouveau de l'idée d'égalité qu'invente la commune. Ici encore, les sociologues ne défendent pas une image idéalisée de la fraternisation communale. Non seulement les bourgeois ayant prêté serment constituaient une élite minoritaire dans les communes, mais les droits n'étaient même pas égaux parmi eux. Cependant, l'expérience du serment communal rend pensable une forme nouvelle d'égalité et par conséquent de dénonciation des inégalités. Ainsi, les révoltes, là il s'agit des villes italiennes, du popolo contre la noblesse dans les villes italiennes, puis celle du popolo minuto contre le popolo grasso, du menu peuple contre les grands bourgeois fortunés, naissent du sentiment d'injustice causé par l'inégalité de droits politiques qui subsiste entre ces groupes. Or, une telle idée de l'inégalité ne prend sens qu'à l'aune de l'égalité utopique suggérée par la forme même du serment urbain. Le serment a d'emblée une dimension idéale. Tout d'abord en ce qu'il constitue une promesse. Il engage l'avenir et non pas simplement le présent. Et en ce que cette promesse n'est pas relative à un échange contractuel déterminé, mais engage la personne tout entière. Par sa forme même, il constitue un engagement dont les modalités ne se laissent pas entièrement déterminer à l'avance. Ainsi, même si l'idée selon laquelle la commune est issue d'un serment d'égaux est en grande partie illusoire et fait partie de l'idéologie communale, elle n'en constitue pas moins une ressource normative pour les acteurs qui leur permet de justifier leur opposition. Le popolo italien est, selon Weber, je cite toujours la ville, le premier groupe politique tout à fait conscient de son caractère illégitime et révolutionnaire. Alors, qu'est-ce qui permet cette prise de conscience nouvelle ? C'est précisément la référence au serment. Parce que les récits de conjuration sont ceux d'une révolte visant à obtenir certains droits pour ses membres, ils peuvent ensuite étayer des revendications révolutionnaires ultérieures visant l'acquisition d'une forme plus exigeante d'égalité. Certes, la commune n'avait rien d'un monde égalitaire. Mais il faut retenir que lorsque nous relevons aujourd'hui les différentes formes d'inégalité qui subsistaient entre les membres de la commune, nous mobilisons une idée d'égalité qui n'existe précisément pas avant la commune, avant que le serment ne confère à cet idéal sa valeur sociale. En identifiant dans les communes médiévales les sources normatives des sociétés modernes, le discours sociologique permet ainsi d'éviter un double écueil. Celui qu'il y aurait à ne dépeindre qu'une image rêvée de la commune, pur reflet de notre propre idéal politique, et celui qu'il y aurait à n'identifier que les formes particulières du rapport de pouvoir qui la constitue, sans percevoir ce qu'elle apporte de profondément nouveau à notre expérience historique. Mais le regard sociologique introduit un second décentrement par rapport aux discours politiques qui ont invoqué la commune, en nous imposant de lier la politique du commun à la question du travail. Si c'est la commune médiévale qui est essentielle pour les sociologues et non pas la commune antique, c'est, je l'ai dit, qu'elle unit des individus et non pas des familles. Mais elle ne peut le faire que dans la mesure où l'individualisation de l'activité s'est aussi opérée par le biais de la division du travail. Le membre de la commune est toujours en même temps celui d'une association professionnelle. C'est là le double sens du mot bourgeois, Bürger. Weber insiste longuement sur ce point lorsqu'il compare les communes antiques et modernes. Le membre de la commune médiévale se distingue pour lui de celui de la cité antique par son statut professionnel. Il est, nous dit-il, d'abord un homo economicus, là où le citoyen athénien était d'abord un homo politicus, c'est-à-dire non pas un être désintéressé, mais tout simplement un soldat. Ainsi, le serment politique
unit les individus depuis la place qu'ils possèdent dans la division du travail dans la commune médiévale. Ce point n'est pas seulement, il est aussi, essentiel pour l'argumentaire à prétention réaliste, celui de Marx notamment, qui rappelle l'importance des rapports de domination économique qui subsistent à l'intérieur de la commune. Il est aussi fondamental du point de vue même de l'idéal politique mis en œuvre par les communes. C'est la raison pour laquelle Durkheim les invoque dans la seconde préface à la division du travail social. La commune médiévale est pour lui un modèle dans lequel l'intégration à la communauté politique est médiatisée par l'appartenance à des groupes sociaux et professionnels qui agissent comme des contrepoids au pouvoir politique central et qui représentent alors les lieux dans lesquels peuvent s'élaborer collectivement des règles communes. L'impuissance moderne du citoyen privé face à l'État ne peut, pour Durkheim, être conjurée que par l'existence de groupes intermédiaires. Or, il n'est bien sûr pas indifférent que ces groupes se constituent sur une base professionnelle, car c'est le travail qui constitue, depuis les communes, la modalité première d'organisation sociale des sociétés modernes, selon Durkheim. C'est à ses yeux précisément l'importance prépondérante prise par la division du travail qui permet, dans le serment communal, de substituer à la promesse d'obéissance féodale une promesse d'entraide, si on reprend les termes de Marc Bloch. L'horizontalité est d'abord celle qu'impose l'organisation nouvelle du travail. C'est ce qui lui permet de décrire les corporations médiévales comme le cadre élémentaire des sociétés modernes. On comprend ainsi pourquoi c'est la commune médiévale, et non la cité grecque, qui constitue, pour ces sociologues, le modèle historique des sociétés modernes. Dans la cité grecque, les rapports économiques sont d'emblée situés hors du politique, dans un arrière-monde régi par l'esclavage et pensé comme naturel. Or, la commune médiévale a ceci de particulier d'être un gouvernement du commun qui unit des individus d'abord liés par leur activité professionnelle. C'est un modèle qui, parce qu'il prévient toute abstraction du statut du citoyen, nous engage à penser ce que nous voulons politiquement faire de cette division du travail, dans laquelle se joue la forme concrète de notre solidarité sociale et politique. Ainsi, pour Durkheim, la commune n'est pas seulement le lieu des débuts du capitalisme moderne. Elle porte aussi une exigence qui sera précisément très vite perdue dans l'histoire du capitalisme, à savoir celle d'une organisation qui fasse entrer les rapports économiques dans la politique du commun, au lieu de les abandonner à la prétendue naturalité des lois de l'économie ou de l'histoire. Pour conclure, la commune est, pour ces sociologues, ce d'où nous venons, moins parce qu'elle est que parce qu'elle rend possible. Elle ouvre un nouveau type de rapport entre la communauté et ses membres, en inventant une conception de la liberté et de l'égalité, qui constitue toujours le cadre fondamental de notre expérience sociale et politique. Ce sens de l'expérience communale est bien sûr indissociable de sa relecture moderne au prisme de la Révolution française. Mais par rapport à cette dernière, l'expérience communale introduit également un décalage, en venant nous rappeler que cet idéal d'égalité et de liberté n'a de sens que s'il s'inscrit dans les rapports économiques qui constituent la trame de notre communauté politique. Ainsi, introduire la commune médiévale dans le jeu de miroir entre Révolution française et cité antique, interposer la conjuration entre le sinoécisme grec et le serment du jeu de paume, ce n'est pas faire perdre leur force idéale à ces modèles historiques, mais bien au contraire l'affermir en les inscrivant plus profondément dans notre histoire et en nous imposant une réflexion sur le type de solidarité sociale par laquelle nous voulons réaliser ces idéaux modernes. Merci beaucoup Florence pour avoir montré la spécificité de la valeur ajoutée de la démarche sociologique au moment où les sciences sociales humaines s'emparent au tournant des 19e et 20e siècles d'une réalité, d'une entité qui, d'ailleurs, dans la société du temps, commence aussi bien démographiquement qu'économiquement
à devenir l'objet de pensée du tout social, c'est-à-dire la ville. Et donc on voit bien que cette pensée sociologique n'est évidemment pas désincarnée ni déshistorisée, elle est en prise sur son temps, de même qu'elle est en prise aussi malgré tout, et en dépit de toutes les utopies ou idéales typisations dont vous avez parlé, est en prise quand même avec les propres efforts des contemporains. J'ai essayé de le montrer tout à l'heure par ce texte de 1488-1489, qui à sa manière essaie aussi de trouver une typologie, un cadre de pensée pour, au fond, classer, hiérarchiser le lien social traduit en lien politique. Et donc, nous avons là une réflexion qui n'est pas du tout désincarnée, la sociologie ne l'est jamais, mais qui replace tout à fait nos débats à la hauteur voulue.